J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité qui nous réunit ce jour poursuit son long et laborieux cheminement. Dois-je rappeler que ça fait presque 2 ans qu'il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Curieuse conception de l'urgence dont vous avez parlé, Madame la Ministre. De 72 articles au départ, on pourrait croire qu'il n'en contient désormais que 74, mais c'est sans compter les nombreux articles qui se sont intercalés, puisque nombreux sont les articles bis, ter, jusqu'à octis. Pour prendre 2 exemples, les articles 32 ou 36 ont donné lieu chacun à 15 articles dérivés. Ce projet de loi nous revient donc aujourd'hui considérablement enrichi, sur la forme tout du moins. Sur le fond, le résultat est plus mitigé. En effet, le texte voté à l'issue de la première lecture de l'Assemblée nationale comportait des mesures allant jusqu'à l'ubuesque. Il faut aussi noter que certaines dispositions n'avaient qu'un rapport lointain avec la biodiversité. Heureusement, la sagesse légendaire de la Haute Assemblée a permis de profondément modifier et d'améliorer cette première version, prenant en compte les inquiétudes légitimes de 2 catégories de nos concitoyens, que sont les agriculteurs et les chasseurs. Ces 2 catégories se sont en effet senties, à juste titre, vilipendées et stigmatisées par certains bancs de cette Assemblée, alors qu'ils sont eux-mêmes des grands défenseurs de la biodiversité et des acteurs de sa préservation. L'examen de ce texte en commission a donné lieu à un débat nourri et riche, mais il a abouti à un texte que nous ne pouvons pas voter en l'état. Et vous vous doutez bien, mes chers collègues, que si je viens défendre devant vous une motion de renvoi en commission, c'est que certaines dispositions de ce texte ne nous conviennent pas. Mais avant d'étudier ces dispositions sur le fond, je voudrais vous présenter les arguments sur la forme qui suffisent à légitimer cette motion. En effet, alors que ce texte traîne depuis 2 ans, il est inconcevable que nous ayons disposé de si peu de temps entre la fin de l'examen en commission, intervenu mercredi soir, et son examen en séance que nous commençons aujourd'hui, mardi. Ce qui veut dire que nous n'avons eu que 2 jours pour déposer des amendements, l'exercice étant rendu encore plus compliqué par le fait que nous avons disposé du texte définitif que dans l'après-midi de jeudi. C'est là une manière bien discutable de considérer le travail parlementaire. Quant à cet examen en commission, il a été lui-même bousculé car son temps a été mal estimé. C'est ainsi que nous avons appris quelques jours avant le rajout d'une réunion de commission un lundi soir dernier, alors même que nos agendas étaient calés depuis longtemps et que nous avions pris des engagements dans nos circonscriptions. Que dire enfin de l'impréparation du gouvernement ? En effet, nous avons assisté à plusieurs reprises à un manège navrant. Le gouvernement a déposé de nouveaux amendements. Alors, faut-il le rappeler que nous sommes en 2e lecture et que ce texte est vieux de 2 ans. Ces amendements, dont certains faisaient plusieurs pages, n'ont pas bien sûr pu être examinés avant. Mais de plus, ces amendements étaient pour la plupart mal rédigés. Le résultat en est qu'ils ont donné lieu à polémique et ont dû, pour certains, in fine, être retirés, car desservant le but escompté. Par exemple, nous pouvons prendre l'amendement déposé par le gouvernement qui mettait à mal le principe pollueur-payeur, ce que la presse n'a pas manqué de soulever d'ailleurs. Ces faits sont très dommageables et ils illustrent, une fois de plus, combien le travail parlementaire n'est pas facilité. Vous comprendrez donc, chers collègues, que seuls ces arguments de forme suffiraient à justifier cette motion de renvoi en commission, mais ils sont malheureusement accompagnés d'arguments tout aussi importants sur le fond. Sur le fond, nous sommes tous conscients, bien sûr, de la nécessité de préserver la biodiversité. C'est un enjeu important pour notre planète. Et la France, ça a été rappelé par mon collègue Jean-Marie Sermier, a un rôle essentiel à jouer puisqu'elle dispose d'une réserve considérable et exceptionnellement riche, compte tenu notamment de nos territoires d'outre-mer. Ce besoin de préserver la biodiversité fait pratiquement l'unanimité, et on peut s'en féliciter au sein de toutes les générations. Et comme le prouve d'ailleurs une proposition de loi élaborée par des élèves de la classe de CM2 de l'école Saint-Julien de Lénier dans ma circonscription de Mayenne,
classe sélectionnée pour le Parlement des enfants qui a proposé un projet de loi favorisant la préservation et le développement de la biodiversité dans les écoles. Mais le vrai projet de loi qui nous est proposé ce jour comporte, lui, des défauts. Madame la ministre, ne peut-on préserver la biodiversité sans pour autant imposer des contraintes, des interdictions et des complications? Ne peut-on préserver la biodiversité sans pour autant créer des obstacles au développement économique? Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 2 catégories de personnes sont directement impactées par ce texte. Je commencerai d'abord par évoquer les chasseurs. La première lecture dans cet hémicycle a vu l'adoption de dispositions qui étaient à la limite de la provocation à leur endroit. Je me félicite que le Sénat ait abrogé ces amendements et a participé à la reconnaissance du rôle des chasseurs. Les chasseurs sont en effet des acteurs incontournables de la biodiversité et ils agissent pour la régulation justement des équilibres de cette biodiversité. Et ces amendements ont tenté de refaire surface au sein de la commission, mais ont été fort heureusement repoussés grâce à la mobilisation notamment des députés Les Républicains. Il reste néanmoins des correctifs à apporter. Il convient notamment de se prémunir contre la volonté de certains de contraindre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à rejoindre l'Agence française de la biodiversité. Il apparaît inutile et contre-productif de remettre en question le fonctionnement de l'ONCFS, qui a fait du bon travail et qui, faut-il le rappeler, est financé à près de 70% par les chasseurs. Il serait aussi malvenu d'inscrire le principe de non-régression dans le Code de l'environnement. Ce principe relève en effet d'une appréciation statique de la biodiversité. Il nie le caractère intrinsèquement évolutif et difficilement prévisible d'une biodiversité qui n'a rien d'immuable. Il convient aussi de rétablir l'article 53 ter A du Sénat qui donnait la possibilité pour les gardes-chasse particuliers et agents de développement des fédérations des chasseurs de procéder à la saisie d'objets ayant servi à la commission d'une infraction. Cet amendement a pour but de limiter les actes de braconnage, but que tout le monde devrait soutenir sur les bancs de cette Assemblée. Ces amendements sont importants et nécessaires pour permettre aux chasseurs de continuer à administrer la biodiversité dans la confiance et la responsabilité. La deuxième catégorie fortement concernée par ce texte ce sont bien sûr les agriculteurs. Et leur mécontentement, leur inquiétude, leur situation préoccupante n'ont pu échapper à personne ces derniers mois. Et moi qui suis un député d'un département agricole, je sais de quoi je parle. Certes, des avancées ont été apportées au Sénat en matière de protection des espèces protégées et d'obligations réelles environnementales, mais il reste des pas à faire. Les problématiques de compensation inquiètent légitimement. La compensation doit être repensée pour corriger ses effets secondaires, notamment sur la consommation des terres agricoles. Or, un texte comme celui-ci participe grandement à cette situation. Nous l'entendons chaque semaine dans nos circonscriptions, je l'entends dans mon département de la Mayenne. Parmi les autres sources d'inquiétude des agriculteurs, on peut citer l'obligation environnementale, dont la portée doit être encadrée. Elle doit faire l'objet d'un vrai contrat entre les parties et avec des engagements réciproques. Je voudrais citer les chemins ruraux pour lesquels le recensement ne doit pas avoir lieu avec des conséquences préjudiciables pour les agriculteurs. Je voudrais citer les associations environnementales dont le rôle doit être bien défini, sans oublier les produits phytosanitaires dont l'utilisation doit être encadrée et non fustigée. La place qui est faite au préjudice écologique est inconséquente. Elle doit d'ailleurs être retravaillée. Les amendements sur le recensement des chemins ruraux ont été refusés en commission, alors que ce dispositif inquiète à juste titre les agriculteurs qui y voient de nouvelles contraintes qui menacent leur vie et leur travail. Seuls les chemins ruraux de randonnée doivent être pris en compte dans l'inventaire. Sur la question sensible des néonicotinoïdes, j'ai eu la surprise, Madame la Ministre, comme vous tous, mes chers collègues, de recevoir il y a quelques jours un courrier du ministre de l'Agriculture nous appelant à la raison sur cette question. Et la raison conduit à revenir au compromis trouvé au Sénat, compromis malheureusement démoli en commission à l'Assemblée. Il nous faut tenir compte de l'avis de l'ANSES publié le 7 janvier dernier, alors que certains d'entre vous se basent sur des études non scientifiques ou erronées. Comme l'a écrit justement le ministre, il faut savoir que l'interdiction de ces produits aurait des conséquences préjudiciables, à savoir l'utilisation, et là je cite le ministre, de voies alternatives
qui ne présente aucune garantie supplémentaire pour les pollinisateurs, bien au contraire. De plus, le ministre rappelle très justement que cette action ne peut se faire en créant des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens. Je suis heureux de voir que le ministre semble enfin prendre conscience que la grave situation économique de nos agriculteurs est en grande partie due justement à ces distorsions de concurrence qui mettent en péril la compétitivité de la ferme France. Plusieurs dispositions de ce texte sont aussi source d'inquiétude ou d'incompréhension. La taxe sur l'huile de palme, notamment, c'est une disposition dogmatique, c'est une stigmatisation d'un produit. Or, cette taxation aurait un effet dévastateur pour cette filière qui fait vivre directement ou indirectement plusieurs millions de familles en Asie ou en Afrique. C'est de plus méconnaître les efforts réalisés depuis 10 ans pour changer les pratiques culturales et éviter la déforestation. Et cela aboutit aussi à renier les engagements de notre pays, engagés par la signature de la déclaration d'Amsterdam. Autre sujet d'inquiétude, l'augmentation des possibilités d'action des associations environnementales. Celles-ci bénéficient déjà de beaucoup de moyens de recours possibles. Leur autoriser l'action de groupe est donc malvenu. Vous exposez les acteurs économiques à une insécurité juridique permanente. Ce texte va aussi trop loin dans l'interdiction de la brevetabilité, tel qu'il ressort de la Commission. L'article 4 bis pourrait remettre en cause beaucoup d'innovations. Il est donc impératif de l'amender afin de prévoir que seuls ces produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité. Les missions de l'Agence française pour la biodiversité sont aussi source de mécontentement. Pourquoi lui confier les missions qui sont déjà exercées par les agences de l'eau comme la police de l'eau? Et à contrario, pourquoi lui refuser la mission d'évaluation des dommages agricoles causés par des espèces animales protégées? Contrairement à ce qui est allégué, cette mission n'est nullement dévolue à l'ONCFS. Il revient donc à l'Agence française de la biodiversité de l'exercer. En conclusion, protégeons la diversité, oui, mais pas aux dépens de ceux qui font vivre nos territoires ruraux, ceux qui sont déjà dans une situation de détresse que le gouvernement ne mesure pas assez. Ce texte aurait des effets dommageables sur notre pays, déjà tant sclérosé. La France étouffe. Cessons de produire des textes trop interventionnistes, bavards, bourrés de contraintes et d'interdits. Donc, ces différents arguments exposés suffisent, Madame la Ministre, à vous montrer que ce texte doit revenir en commission afin qu'il retrouve un équilibre perdu. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Vous avez des explications de vote? Vous avez des demandes? Ah, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pardon, j'ai pas compris.